Bonjour mes très chers auditeurs, absolument ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre émission Rencontre. Aujourd'hui, nous allons faire la rencontre avec un naturopathe hygiéniste, également spécialiste du jeûne. Il nous parlera du film qu'il est en train tout juste de finaliser avec des musiques exceptionnelles, des images à couper le souffle, un film qui parle de santé et qui parle d'un jeûne qui peut nous permettre évidemment de nous maintenir en bonne santé. Bonjour Fabien Moine. Bonjour Nathalie, bonjour à tout le monde. Alors, cher Fabien, l'idée de cette émission, c'est évidemment de rentrer un petit peu aussi dans ton parcours. Je crois que c'est toujours assez passionnant et fascinant de découvrir le parcours des gens. Alors, raconte-nous ce qui t'a mené aujourd'hui à exercer le métier que tu exerces. Est-ce que déjà, c'était présent dans ta vie depuis toujours de t'intéresser à la santé? Est-ce que petit garçon, il y avait déjà un attrait pour ces sujets-là? Absolument pas. Moi, je viens d'un milieu plutôt simple, d'origine paysanne du côté de mon papa et même de ma maman. Donc j'ai grandi à la campagne dans un petit village de 200 habitants où la santé, j'y pensais pas. On la vivait assez naturellement dans le fait d'être au grand air, d'être beaucoup à faire du vélo, à marcher, à courir, à être dans les bois. Donc c'était plutôt ça mes repères de santé, puis beaucoup de sport évidemment. Et c'est bien plus tard, on va dire, à l'apparition de certains troubles de santé, notamment des allergies assez poussées, des douleurs articulaires, que je me suis penché sur cet aspect-là de la santé. Et moi, j'étais pas du tout là-dedans, j'étais dans l'informatique, et dans le développement, dans la programmation, et dans l'architecture Internet. Donc c'était loin de moi. Tu réparais des machines, mais pas des machines qui étaient le corps. C'est ça. Mais après, j'ai compris que ce qui m'intéressait, c'était les algorithmes, donc mettre les mains dans le cambouis, puis de voir où ça dysfonctionne. Et donc que ce soit un système machine ou un système humain, c'est la même chose. C'est trouver qu'est-ce qui dysfonctionne, faire quelque part un diagnostic, et puis ensuite relancer le système pour qu'il se régule de lui-même de toute façon. Donc c'était un peu ce prisme de lecture-là, mais en parallèle à ce travail-là, vu que je faisais pas mal de sport, je m'y intéressais d'un point de vue diététique parce que je voyais bien que ça influait sur le compteur du vélo. Alors la première expérience, ça a été de passer végétarien, puis après de manger que végétal. Et c'est surtout l'arrêt des produits laitiers qui m'ont fait prendre conscience que là, il y avait un vrai truc à chercher et à définir. Et donc, je me suis orienté ensuite vers l'alimentation uniquement biologique. Et il se trouve que j'avais du magnétisme curatif dans les mains à cette époque-là. Et donc, je faisais, quand l'occasion se présentait... À cette époque-là, comment tu l'as découvert? De la chaleur dans les mains quand j'étais à l'approche de personnes où je ressentais des soucis sur la gorge, sur le dos, et où c'était quelque chose d'assez instinctif. Donc je ne savais pas trop identifier. La chance, c'est que j'avais un ami qui, lui, était magnétiseur. Et donc du coup, ça m'a décomplexé à dire, bah oui, en fait, ça existe, c'est possible, alors que moi, je n'étais pas du tout baigné là-dedans, dans ma famille, absolument pas. Donc j'avais pas de référent, et donc j'ai essayé, et ça a produit des effets, mais très vite j'ai vu les limites en me disant, mais c'est pas plus magique que l'allopathie, parce qu'on reste dans le symptomatique, on va dire. La personne n'est pas soignée pour autant, c'est-à-dire tu mets la main sur l'estomac et ça soulage la brûlure de l'estomac ou l'ulcère. J'avais du mal à trouver ça vertueux pour la personne, parce que si la cause était une mauvaise alimentation, la personne, tu allais la revoir 6 mois après. Ouais. À ses habitudes. Et donc là, c'est là que je me suis intéressé à la naturopathie et très vite à l'hygiénisme pour me dire, il faut trouver une cause, il faut trouver un terrain et un modèle. Et donc de l'hygiénisme, ça c'était en 2008, 2009. Donc déjà les écrits de Désiré Mérien, les écrits d'Albert Mosseri, les écrits d'Herbert Shelton pour les États-Unis. Et rapidement, en allant en Inde pour travailler beaucoup sur le pranayama, parce que je faisais beaucoup de yoga à l'époque et de méditation, je suis tombé sur l'Ayurveda. Et ça m'a fasciné de voir qu'en fait, pour un même aliment, qui peut avoir des propriétés positives ou négatives pour deux individus différents. Et donc c'est là où j'ai creusé de la naturopathie en disant il y a des tempéraments, donc les tempéraments hippocratiques, où après tu fais le lien avec les tempéraments d'endocrinopsychologie, les tempéraments homéopathiques. Et donc ça m'a fasciné. Je me suis dit en fait, chaque humain est unique. Et donc ce qui va faire la différence, il n'y a pas de recette, c'est l'écoute attentive des ressentis du corps, que ce soit de la personne elle-même ou du praticien de santé qui va jouer un rôle d'éducation à la santé. Et naturellement, je me suis lancé dans le jeûne dès 2009, à faire mes premiers jeûnes de 3-4 jours, puis une semaine. Et puis j'étais tombé dedans en voyant le délice savoureux que c'était de laisser son corps travailler pour nous.
Ouais, quelles ont été les premières réactions pour toi le tout premier jeûne, qu'est-ce que ça a provoqué? Alors, le premier jeûne, moi j'avais un terrain migraineux, parce que comme je l'ai dit, je consommais énormément de produits laitiers, mais vraiment beaucoup. Et donc j'avais un terrain migraineux. Puis vu que ma maman était migraineuse, je me suis dit, bon, bah, cette famille, on met toujours ça sur le compte de la génétique, évidemment, jamais sur l'épigénétique. C'est plus simple. Voilà, comme ça on botte en touche. Puis vu que le fromage c'est bon, c'est très arrangeant. Et donc, comme ça, voilà, on n'a pas se responsabiliser. À transformer, ouais. Et donc, du coup, en enlevant les produits laitiers, j'ai jeûné. Et là, j'ai eu des maux de tête, des migraines, des céphalées incroyables, des sueurs froides, des vertiges où je me souviens même pas pouvoir me lever. Mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en même temps, j'étais nourri déjà des lectures sur le jeûne. Et je voyais qu'il y avait des crises de guérison. Je lisais déjà le docteur Christian Tatchaler aussi. Donc tu t'es pas inquiété plus que ça de cet état aggravé? Non, parce que c'était quelque part je l'avais lu et je ressentais que c'était bon pour le corps. Et la chance que j'avais, c'était à cette époque la personne qui m'avait initié à l'alimentation biologique et végétale jeûnait elle aussi. Et donc elle m'avait dit tu peux jeûner, tu peux faire super jeûner. Et j'ai commencé petit, j'ai fait 18 heures, 24 heures, 36 heures, 48 heures. J'augmentais de 12 heures à chaque fois. Mais c'est vraiment à partir de 36 heures où là ça a commencé à dépoter franchement, et j'ai jamais eu. Donc les 3 premiers jeûnes de 36-48 heures, j'ai eu des maux de tête, et après j'en ai plus jamais eu. Et c'était assez épatant. Et puis après, c'était les éruptions cutanées que j'avais souvent au niveau l'endroit où il y a la coupe rose ou dans le dos, parce qu'on retrouve chez pas mal d'hommes. J'en ai plus jamais eu. La transpiration qui était assez abondante, donc là ça témoigne d'une faiblesse des reins que j'ai plus eu. Enfin, voilà, c'était les cheveux avec des pellicules, c'était des petites choses comme ça. Puis les douleurs articulaires, les lourdeurs digestives, voilà, c'était surtout ça. Et puis la vue. Alors là, la vue plus nette, les yeux moins secs. Mais là, pour être tout à fait honnête, vu que j'avais lâché mon emploi d'informaticien, j'étais moins sur les ordi aussi. Donc ça joue fatalement. Mais moi, c'était surtout au niveau des maux de tête, des douleurs articulaires et des lourdeurs abdominales. Non, mais on sait aussi quand même aujourd'hui qu'on peut corriger, améliorer la vue, ça arrive pour beaucoup de gens. Après, comme tu dis, ça peut être aussi des choix de vie, c'est-à-dire on quitte un métier, on voulait pas voir que ça nous convenait pas, et donc comme on va vers quelque chose qui nous passionne et qui est bien plus fait pour nous, c'est comme si on réouvrait les yeux sur autre chose. Il y a une symbolique évidemment de cet ordre-là, puis j'étais vraiment drogué aux écrans, et d'avoir un double écran 16 heures par jour, là je me suis... Bien sûr, ça aide pas. Et donc, mais moi, pour encadrer des jeunes, très souvent, les gens qui ont des problèmes de vue en devant mettre des lunettes de confort, ne les mettent plus au bout de 5 ou 6 jours. Ça, c'est clair. Et puis des cas de presbytie et de myopie sur des jeunes de 10 jours où c'est très, très, très nettement amélioré, si ce n'est guéri. Et d'ailleurs, quand j'avais eu l'occasion d'échanger avec quelqu'un qui encadrait des jeunes en Inde, un Italo-Suisse, Slimy, pour le nommer, et lui, il était arrivé en Inde fin des années 70. Il avait quasiment plus de vue, il avait 2 dixièmes à chaque œil, et là il a retrouvé 10 dixièmes, c'est assez étonnant. Et puis, voilà, j'ai pu constater à de très nombreuses reprises. Donc, quand on regarde, hier j'en parlais avec un médecin qui me disait avant, lui il a 70 ans, il dit avant il y avait un gamin qui portait des lunettes de la récréation, on se moquait de lui, on l'appelait le bigleux. Aujourd'hui c'est plus une insulte parce que la majorité des gamins portent des lunettes. Et on met ça sur le sceau de la fatalité ou de l'ère du temps, alors que non, c'est un dysfonctionnement assez lourd. Quand on voit des gens en 6e, il y a un enfant sur 3, sur 4 qui porte des lunettes. C'est pas anecdotique de se dire qu'ils sont en pleine croissance et qu'il y a déjà une dégénérescence, au moins du point de vue oculaire. Donc ce sont des signaux qu'on voit en jeûne reculer assez nettement, des petites choses du quotidien avec oui, j'ai un peu d'acouphène mais c'est pas grave, j'ai une perte de vue, c'est pas grave, j'ai une perte d'odorat, c'est pas grave, j'ai une perte de goût, c'est pas grave. Enfin plein de choses qui sont minimisées, qu'on met pas dans le registre des maladies, mais qui sont pour nous naturopathes, surtout dans l'hygiénisme, des symptômes d'alerte, des petits voyants qui s'allument et dont il faut tenir compte avant que ça dégénère vers des choses plus chroniques et plus lourdes. Mmh. Alors là, on en parlait avant de démarrer l'émission. Il y a eu un reportage, je crois, sur Arte, il y a quelques années, qui parlait du jeûne, qui a déjà commencé à ouvrir les consciences de beaucoup de gens qui jusqu'alors étaient un peu effrayés d'arrêter de manger parce qu'on nous élève en nous disant matin, midi et soir, il va falloir avoir des repas plus les encas. En fait, on finit par manger beaucoup trop, beaucoup plus que ce qu'il le faut. Ce reportage a commencé à ouvrir les consciences. Là, tu es en train de finaliser, je le disais, un film, ton propre film sur le jeûne. Quelle a été l'envie, l'impulsion de faire un film un petit peu différent, d'amener encore d'autres informations sur ce sujet ? La première chose, c'est de dire merci.
Merci aux jeunes et surtout merci à Désiré Mérien, qui est mon formateur principal sur le jeune, donc qui exerce à Pleumeur en Bretagne. Depuis 55 ans, il encadre des jeunes, donc il a 55 ans d'expérience, une trentaine de livres. C'est un hygiéniste dit modéré, c'est-à-dire qu'il ne refuse pas la médecine qui sauve des vies, la médecine urgentiste sauve des vies, et donc on n'est pas dans des discours extrêmes. manichéens, exactement. On n'est pas dans des confrontations, au contraire. Et moi, je suis très épanoui dans mon activité. J'ai la chance de rencontrer des personnes merveilleuses, que ce soit au niveau de la formation et puis surtout de ce que je peux transmettre en encadrement ou des séminaires que je fais. Et j'estime que cette joie de m'accomplir en tant que personne, je lui dois en grande partie. Et donc, les livres, on ne les lit plus beaucoup et je voulais le mettre à l'écran. Et c'est trouvé que c'est un projet de cœur plutôt intimiste et personnel. Et puis les hasards qui n'en sont pas du tournage m'ont amené à rencontrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 20 personnes différentes et à les faire passer devant la caméra pour qu'ils témoignent. J'ai rencontré le docteur Valencien qui est tombé du ciel, qui a fait une thèse sur le jeûne en 82. J'ai parlé de Tal Chaleur tout à l'heure, qui avait été une référence pour moi il y a 10 ans. J'ai pu aller l'interviewer chez lui avec sa femme dans la Drôme. Monique Poupard également. J'ai voulu mettre en avant les personnes d'expérience qui ont participé à ma formation, qui ont l'expertise, une forme de sagesse, et qui fait quelque part un contrepoids à tout l'aspect sensationnalisme qui peut régner autour du jeûne aujourd'hui. Je dirais que c'est très bien, et donc tu parlais du documentaire d'Arte qui est fantastique parce qu'il a permis une explosion complète du phénomène du jeûne qui était, on va dire, balbutiant en France, contrairement à l'Allemagne. Mais derrière, il y a eu un emportement où plein de gens se sont engouffrés là-dedans en disant c'est génial, c'est ce qui va sauver le cancer. Alors, or non, quoi. Et il y a toujours de la nuance, il n'y a pas de recette magique. Et l'idée de ce documentaire, c'est de remettre du bon sens, et encore une fois de l'expertise, de la sagesse. Et puis aussi, pour être tout à fait clair, une absence d'usurpation. C'est-à-dire que je fais témoigner des gens qui n'existent pas médiatiquement, notamment Désiré Mérien, Roger Lemadec. Et puis, vu que Désiré Mérien a 84 ans, il n'existe pas dans la télé, il n'existe pas dans les médias, il ne cherche pas ça, il n'existe pas sur Internet, il n'existe pas sur YouTube. Comment tu l'as trouvé, toi ? Ces livres. Ces livres. Ouais, ces livres. Hein, on cherchait vraiment, c'est vraiment les livres. Après, je l'ai appelé, on a échangé, puis je me suis rendu chez lui. C'est vraiment par les livres. C'était sa manière à lui, en tout cas, de transmettre. Il n'existe qu'à travers les livres. C'est pour ça qu'il est finalement peu présent dans le documentaire. Il dit, mais je n'ai rien à dire d'autre que ce que j'ai déjà écrit. Redis-le. Voilà, c'est ce que je lui ai dit. Puis il m'a dit, tu le dis mieux que moi. Bon, voilà. Donc j'ai fait parler d'autres personnes qu'il a formées, mais il est évidemment présent dans le documentaire. Mais voilà, quand je parlais d'usurpation, c'est de dire, en fait, vu qu'il n'existe pas médiatiquement, on peut se permettre de le plagier et puis de dire je à la place de il. Et évidemment, ça me gêne. Alors, lui, il en est conscient. Lui, ce qui compte pour lui, c'est que l'hygiénisme et les idées autour du jeûne avancent. Donc, il n'est pas dans l'ego. Et en fait, je n'ai filmé que des gens qui n'étaient pas dans l'ego. Donc, c'est volontairement que j'ai choisi certaines personnes et c'est volontairement que je n'en ai pas choisi d'autres. Et même les jeûneurs qui sont interviewés ont vraiment tout donné. Moi, honnêtement, je n'aurais pas donné, alors que je jeûne, je n'aurais pas donné ce qu'ils ont donné. Je ne m'en serais pas senti capable devant une caméra de m'exposer comme ça, alors qu'on est très vulnérable en période de jeûne. C'était très beau et c'est pour ça que dès l'instant que ces gens-là se sont ouverts devant la caméra, j'ai également ouvert le projet à d'autres et c'est pour ça que j'ai fait un financement participatif, puisque il a dépassé de très loin l'ambition que je pouvais avoir au départ, qui était très restreinte. Et donc, il y a plus d'heures de tournage, il y a 35 heures au total. Et puis, comme tu le disais, il y aura une musique composée par l'occasion par Emmanuel Fontana, qui est compositeur, qui a également fait la prise de son. Et donc, ils seront joués par des musiciens professionnels enregistrés à Lyon. Enfin, on a vraiment voulu faire quelque chose de très fort, très puissant, très impactant. Il n'y a aucun documentaire qui a été fait sur le jeûne en France. Et donc, on voulait que ça soit quelque chose qui soit le plus représentatif et crédible possible. Et puis je vais citer Emmanuel Fontana et je vais citer les deux autres personnes de l'équipe, Arsène Capiquian qui est cadreur, monteur, mais qui est également compositeur, mais là qui va s'occuper du cadrage et du montage, qui est quelqu'un de passionné aussi, les deux sont artistes dans l'âme avec Emmanuel, et puis également Amandine Coteau qui gère tout l'aspect logistique
qui m'assiste dans la réalisation et puis toute la communication. Et on va dire que je ne connaissais pas Arsène et Emmanuel avant. Et ils m'ont fait le cadeau d'avoir confiance au projet. Et ils le portent vraiment à bras le corps. Et ils m'ont dit qu'ils ne s'étaient jamais engagés autant sur un projet que ce qu'ils le font, hormis ceux qu'ils avaient gérés uniquement par eux-mêmes. Et on se retrouve vraiment à être une équipe assez forte et unie dans ce documentaire. Et les gens également qui ont donné devant la caméra ont beaucoup donné. Donc, des premières personnes qui ont vu où on est le documentaire, c'est ça qui ressort et j'en suis très content parce que c'est le côté humain que j'ai été chercher plus que le discours théorique. Mmh. Donc voilà, pour définir ce que moi j'ai voulu mettre en avant, c'est la transmission générationnelle. Donc, des gens qui avaient au moins 40 ans d'expertise sur le jeûne et qui descendent sur 2 générations pour nous dire voilà, nous on a œuvré, on a tracé le sillon, on a planté les premières graines, charge avec l'expertise, l'expérience qu'on a créée et qu'on transmet à la nouvelle génération de faire. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi plutôt des anciens plutôt que les nouveaux qui seraient de ma génération par exemple, où nous il y a tout à faire, on a la place pour exister. La preuve, tu m'interviews, on a YouTube, on a des blogs, on a Facebook, on a plein de choses pour exister. Et eux, évidemment, n'avaient pas ça. Donc, c'est une façon de rendre hommage. C'est intéressant, tu employais le mot vulnérable, ces gens qui ont témoigné, donc qui, si je le comprends bien, étaient en période de jeûne. Est-ce que le jeûne crée presque une mise à nu ? Le fait d'arrêter de manger, on évoquait le fait que ça fait remonter évidemment des émotions qui, grâce à l'alimentation qui est un espace compensatoire pour en effet beaucoup d'entre nous, on vient calmer. Tu parlais d'un anesthésiant, voilà, c'est finalement un petit peu ça, quand on se remplit tout au long de la journée, on ne fait pas face au vide parfois existentiel qu'on a à l'intérieur de soi. Est-ce que c'était important pour toi justement de toucher à l'authenticité même des gens et de pouvoir les avoir dans leur mise à nu la plus vraie? Pour moi, c'est absolument fondamental. Par contre, comme ce que je disais, je ne sais pas si je me serais livré comme eux sont livrés. C'était vouloir quelque chose et le rendre possible. Moi, j'ai posé des questions derrière la caméra, mais je ne savais pas quelle nature de réponse j'allais avoir en face. Et à ma grande surprise, les jeûneurs se sont livrés extrêmement spontanément. Dans leurs histoires de vie. Complètement. Puis avec ce qu'ils vivaient, parce que j'ai filmé avant le jeûne, pour qu'ils aient leurs doutes, les appréhensions, pendant le jeûne et après le jeûne. Okay. Et pendant le jeûne, il y en a beaucoup qui disaient, voilà, là j'ai pleuré, il y a eu telle remontée qui était là, je me rends compte que l'alimentation me permet d'étouffer ça au quotidien. Ça fuyait, ça me faisait fuir ce que je voulais pas voir. Et donc il y a eu beaucoup de remontées émotionnelles. Et pour moi, le dernier quart du film, c'est l'aspect, j'ai appelé ça le jeûne tout en subtilité. C'est-à-dire qu'on parle souvent de la lymphe, on parle souvent du sang, comme je l'ai dit, des maux de tête, des vomissements, des crises d'acidose des premiers jours en définitive, qui sont des phénomènes organiques. Et souvent le jeûne est vendu, et j'utilise le terme vendu à dessein, en disant c'est super, on rayonne, on a plein d'énergie. Et c'est pas que ça. Il y a aussi des petites périodes de déprime, on a envie des fois de rentrer chez soi, on n'est pas heureux, on a tellement disloqué dans notre quotidien à gérer la vie de famille, à gérer le travail, à gérer nos soucis personnels, à gérer les contraintes de la vie courante, que on se fragmente. Et en effet, la nourriture, soit en grignotage, soit en sucrerie, soit le soir en anesthésiant pour pas réfléchir à ce qui nous a un peu bouleversé la journée, vient mettre tous les problèmes sous le soupape. On met tout sous le tapis. Et quand on n'utilise plus cette drogue qu'est l'alimentation, quand on la fait agir comme une drogue, évidemment, tout remonte à la surface. D'où l'intérêt d'être... Alors, c'est toujours pareil, quand je dis d'être encadré, ça fait personne qui vend sa soupe, parce que moi, j'encadre des jeunes. Mais le but, c'est surtout de dire d'être accompagné, mais au moins par quelqu'un qui soit là pour nous contenir dans nos émotions, parce qu'en effet, on ne peut passer par... cadre. Exactement. Et c'est pour ça que le jeûne en groupe, là, les jeûneurs témoignent, alors qu'on peut jeûner en groupe seul, on peut louer un gîte et puis de faire sans une truc, mais de dire, moi je me suis rendu compte que les autres ça allait, ou rien que m'épancher, ou de verbaliser, de mettre des mots sur ce que je vivais, j'étais entendu et soutenu. Et le groupe a un effet soutenant, et moi c'est ce que je voulais mettre aussi. Et là, on extrapole évidemment le phénomène du jeûne, et on se dit, dans la société civile, on peut avoir ce support-là entre nous, quand il s'agit de faire confiance et puis quelque part s'abandonner. Et le jeûne, c'est un abandon, c'est un repli sur soi complet, parce qu'on a moins d'énergie pour faire des choses extérieures. Moi, ce que je prône, c'est d'avoir le moins d'activité intellectuelle, pareil, parce que ce sont des fuites, le moins d'activité physique, qui peuvent être aussi des fuites. Et puis de se laisser aller un peu à la lourdeur du corps, et puis des fois à la lourdeur de l'esprit, et puis de dire, juste j'en ai marre, et puis je vais être sous la couette, et puis juste laisser le corps faire. Et puis il sera temps après, une fois que j'aurai contacté les choses, les items importants pendant le jeûne, de travailler dessus,
en thérapie d'une manière ou d'une autre, soit en thérapie brève avec Tipeee, le MDR, de l'EFT, peu importe, ou alors en thérapie plus poussée avec un encadrant en psychothérapie ou autre chose. Mais moi, je voulais dès le départ aborder cette question-là du jeûne, et c'est pour ça que Désiré Mérien m'a plu et Tal Chaleur, les deux qui m'ont fait débuter par le jeûne et qui sont présents dans le film, c'est qu'ils abordent une notion dite holistique du jeûne. C'est que Tal Chaleur, il a fait les SPPA, donc les sous-personnalités psychoactives, et puis Désiré Mérien, il a fait tout de suite la bioanalyse et la biorespiration, qui sont des analyses des comportements humains avec l'influence psycho-émotionnelle et puis des exercices de décharge émotionnelle, parce que évidemment, quand bien même lui, les biologistes, hygiénistes est fondamentalement pragmatique, il s'est bien rendu compte dès le départ que l'influence des émotions était bien supérieure à celle de l'alimentation. Et puis c'est intéressant ce que tu dis, parce que je crois qu'on avance aussi avec des blessures et des moments de vie, que ça concerne notre enfance ou ailleurs, qu'on a laissé se scléroser dans le corps, et que peut-être le jeûne, et je l'avais jamais pris sous cet angle-là, mais offre un vrai temps de confrontation et de lucidité vis-à-vis de soi. Et pour tous les gens qui s'intéressent au développement personnel, et évidemment quand on commence à vouloir se soigner plus naturellement, souvent ça ouvre aussi à la question du sens. Déjà le sens de nos symptômes, qu'est-ce que tente de nous dire le corps, et qu'est-ce que ça peut amener aussi comme élément de compréhension sur nous-mêmes. Et j'avais jamais réfléchi à ce temps, au-delà de faire un petit peu une pyrolyse intérieure, à vraiment ce temps de lucidité. On se retrouve face à soi, et où tout d'un coup, en effet, toutes les choses qu'on a laissées sous la soupape explosent. Donc les larmes, la colère, j'imagine aussi que la colère peut être extrêmement présente pendant des périodes de jeûne, notamment parce que le foie aussi vient libérer les toxines. Mais voilà, est-ce qu'on pourrait le considérer comme ça, finalement, c'est un vrai temps, au-delà de stopper l'alimentation et de faire du bien au corps parce qu'on le laisse se reposer et se régénérer, tout d'un coup, on prend un temps pour faire face à ce à quoi on n'a pas fait face depuis toujours. J'estime que le jeûne n'est absolument pas thérapeutique s'il ne touche pas, pendant l'espace du jeûne, la cause fondamentale du déséquilibre de la personne. Et souvent, la cause fondamentale, c'est l'émotion. Donc, le jeûne devient un outil, et je dirais presque un prétexte pour aller contacter ça. On se construit bon an mal an dans le quotidien, et quand on est dans le jeûne, on n'est plus en représentation. On a les cheveux gras, on sent mauvais de la bouche, on n'a pas l'énergie de se doucher, voilà, c'est pas on est vaseux, on n'y va pas. Voilà, on n'y va pas pour draguer. Voilà, c'est pas le but. Et donc, quelque part, il y a un lâcher prise qui se produit. Et dans ce lâcher prise là, on accepte cette vulnérabilité, mais en fait, elle est exacerbée en jeûne, mais je dirais, on la porte tous les jours sur nous. Quand on parle vraiment aux gens, quand on regarde dans les yeux et qu'on parle dans le cœur, on tombe à nu, quoi. Et il se passe des vraies choses dans les échanges. Et on s'en nourrit, entendu, écouté et respecté en tant qu'humain. Et je dirais que la plus grande qualité du jeûne, c'est de nous mettre face à cette humanité-là. C'est pour ça que le sous-titre du film, c'est le jeûne, il s'appelle le jeûne, et c'est vivre et renaître. C'est-à-dire qu'il y a une renaissance, et qui n'est pas que physiologique, évidemment, on n'est pas dans uniquement la régénération cellulaire, on est aussi dans une renaissance intérieure où on contacte ça. Ça peut paraître très vaseux, très ésotérique ce que je dis, mais c'est tout simple en fait. C'est simplement quand j'enlève des perturbations, je suis face à moi-même. Donc ça doit parler à tous les psychothérapeutes, ça doit parler à tous les cliniciens. Ce que je dis, c'est on enlève les parasites et on revient à l'essence. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc quand on se retrouve dans un lieu où on n'a pas de perturbations et où on enlève l'alimentation, qui, je le répète, est un support de gestion émotionnelle, mais gigantesque, énorme, colossal, et puis qui est vendu en tant que tel. C'est-à-dire qu'il est promu, on va passer du bon temps au cinéma, on va consommer des sucreries, des pop-corn, enfin voilà, c'est le plaisir, c'est l'alimentation. Ouais. Et on n'est plus dans une alimentation qui doit de nutrition cellulaire, on est dans une alimentation plaisir. Et tu parlais du petit déjeuner avant, il n'y en avait pas. Les grandes marques de céréales ont réussi, à grands coups de marketing, à nous faire croire que le petit déjeuner était important. La plupart des gens n'ont pas faim le matin. Et quand on leur parle de jeûne intermittent, au début, sans surprise, ils essayent, ils ne reviennent jamais en arrière. Ils se rendent bien compte du bénéfice. Donc c'est une première entrée en jeûne, et là on redécouvre le corps. Mais après, redécouvrir le corps, c'est aussi redécouvrir ses états d'être, tout simplement, et de contacter ses limites de compensation émotionnelle. C'est tiens, j'ai pas eu le temps, là il y a eu j'entends des fois des choses, c'est sinistre, les gens n'ont pas le temps de faire leur deuil, ils viennent de perdre leur conjoint, leurs enfants, leurs parents, et 2 jours après, il y a eu 2 jours de repos et il faut repartir au travail. À quel moment on la gère, cette émotion-là? Quand on a une vie de famille avec 3 enfants, comment on gère, comment on doit donner une bonne figure? Évidemment, il faut des laps de temps. Alors, ça s'appelle la dépression dans la société moderne, ces laps de temps-là. Ça s'appelle le burn-out aussi.
Et puis des fois, c'est des maladies plus chroniques qui nous demandent de nous arrêter. Et c'est pour ça que moi, j'insiste sur le fait que le jeûne est avant tout préventif. Et c'est un échec s'il est considéré comme thérapeutique. C'est-à-dire que pour moi, jeûner, ça devrait être dans l'hygiène de vie quotidienne pour se retrouver, pour se recentrer, pour faire une autolyse, pour faire vidange-graissage comme on le fait sur une voiture au garage. Ouais. Puis pour se dire, je prends un temps pour moi, pour me mettre en recul. Mais c'est ce que faisaient les religions, et même de manière païenne, c'était pratiqué pour ça. Retourner à ses fondements. Mais le ramadan est un jeûne intermittent, finalement. C'est un jeûne sec intermittent, ouais. C'est exactement ça. C'est un jeûne sec intermittent. Et où il est dit de bien penser, de bien agir, de bien parler, de partager. Enfin, c'est très vertueux, la philosophie. Alors aujourd'hui, j'ai fait une causerie qu'on peut retrouver sur Internet sur le ramadan physiologique. On pourrait échanger avec beaucoup de musulmans. Il y en a qui déclenchent du diabète au suite du ramadan. Donc c'est pratiqué de manière plus ou moins aléatoire. Mais dans les règles de l'art, c'est quelque chose qui est fantastique. Et donc, il y a le Yom Kippour chez les juifs, il y a évidemment le carême chez les chrétiens. On va retrouver différents chez les bouddhistes, chez les hindous aussi, avec différents jeûnes, avec les phases de la lune. Enfin, voilà, dans toutes les traditions religieuses. Et puis quand on observe les animaux dans la nature, en effet, c'est un des premiers réflexes. C'est spontané. Voilà, exactement. Chez les enfants. Chez les enfants, ouais. Et puis sans parler des périodes d'hibernation aussi que vivent certains animaux. Mais je crois que naturellement, quand on n'est pas bien et malade, on a simplement envie de s'arrêter de manger. Et c'est là où évidemment l'éducation, parce qu'on n'a pas forcément les bonnes notions. La peur. Donc on force nos enfants à manger parce qu'on pense qu'ils ont besoin de reprendre de l'énergie pour justement bien que le système immunitaire puisse combattre et se défendre, alors qu'en fait on fait un petit peu les choses à l'envers. Mais je crois que les choses sont en train de changer. Il y a juste une question que je me pose, c'est que il y a 2 marchés qui génèrent des milliards d'euros chaque année dans le monde. C'est le marché de l'amincissement, donc en plus là on est en plein dedans avec les couvertures de magazines, et le marché de l'anti-vieillissement. Finalement sur ces 2 grands marchés, évidemment je comprends bien que ça rapporte beaucoup plus d'argent de vendre des pilules amincissantes aux gens que de leur expliquer qu'ils peuvent jeûner, mais ça me semble être assez aberrant à un moment donné pour ces gens-là de pas aller peut-être vers des solutions qui justement leur permettraient de transformer leur rapport à l'alimentation, parce que comme tu dis, au-delà de prendre tout ce qu'on veut pour brûler les graisses, si on transforme pas son rapport à l'alimentation, c'est là où ça va poser problème. Ce que tu soulignes là, c'est un problème de société, c'est-à-dire de société consumériste, c'est-à-dire qu'on pense que la solution viendra de l'extérieur. Oui. Donc quand on va expliquer à une personne que la solution vient de l'intérieur, que ce soit pour perdre du poids ou rajeunir, elle aura du mal à le penser parce que c'est quelque part révolutionnaire. Souvent, les élèves que j'ai en cours, je leur dis, être naturopathe aujourd'hui, c'est faire la révolution. Ils ne comprennent pas trop au début. Après ils comprennent ce que je dis, on va à contre-courant de tout au final. Et c'est vrai qu'on dit, tu veux perdre du poids. Donc, il faut s'alléger. Et on va consommer, donc faire un acte de supplément pour perdre. Oui. Alors qu'il suffirait juste de réduire. Alors après, on comprend qu'il y a quand même évidemment des blocages, généralement dans la difficulté de perdre du poids, il y a des blocages psycho-émotionnels. Mais on va quand même prendre des plans, des choses, et on va fuir quelque part. Et l'honnêteté voudrait, pas seulement pour la personne, parce que si elle a des blocages, elle peut être tout à fait honnête et avoir une bonne volonté, mais il faut qu'elle soit aidée. Je dirais que la malhonnêteté, c'est plutôt sur le commerçant, qui va proposer des choses qui ne sont pas vertueuses, ou des choses physiologiquement dangereuses comme le régime du camp. Et puis les choses anti-âge, là on parle de nanotechnologie, on parle de génétique avec le PDG de Google, là des choses assez effarantes sur l'humanoïde 2.0 presque. Donc c'est pour ça, vivre et renaître, le titre du film c'est dire ça, on a une renaissance humaine aussi à vivre, il ne faut pas compter sur des technologies 2.0 ou de l'intelligence artificielle, ou comme on le prévoit là, en gros de prendre des cellules souches d'organes, puis de les faire se développer, puis d'avoir des organes de rechange qu'on va greffer. Non, le jeûne permet de ça, mais ça paraît fou. Nous évidemment ça nous fait sourire, mais c'est ce qui est en train d'être proposé. C'est un marché d'avenir. Et dans le film, il est question de difficultés de conception, et puis de cas rapportés où le jeûne a permis ça. Et bien moi, des choses comme la GPA, donc la gestation pour autrui, qui ne soit pas débattue éthiquement, publiquement, ça me gêne. Ça me gêne fortement parce que là, on est dans le consumérisme, c'est-à-dire consommer de l'enfant. Et donc là, on va aller fatalement vers de l'eugénisme. Puisque, je précise, par exemple, dans les banques de sperme, on ne reçoit plus de sperme de roue parce que ce n'est pas demandé. Donc on va faire des catalogues d'enfants et on choisira la mère porteuse, on choisira le spermatozoïde, on choisira l'ovule. Et moi, je suis pour l'eugénisme hygiéniste. Donc, c'est-à-dire optimiser les caractéristiques de l'individu en ayant une bonne hygiène de vie,
une bonne gestion émotionnelle pour qu'il y ait le meilleur papa, la meilleure maman possible, le meilleur giron pour développer l'enfant. Et mon souhait et mon aspiration pour l'humanité de demain, c'est que chacun se responsabilise sur sa santé et puisse fournir une humanité rayonnante, ce qu'est le cas. Et c'est pour ça qu'il y a un jeune enfant aussi qui se trouve être dans le film, qui illustre cette vie-là foisonnante. Et quand je parlais de transmission générationnelle dans le souhait du film, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on laisse pour demain? Est-ce qu'on laisse des ventres à louer, ou est-ce qu'on laisse des informations qui nous permettent là tout de suite maintenant d'accéder à une modification de nos gènes par l'épigénétique, puisqu'on sait l'importance aujourd'hui de l'épigénétique. Donc c'est une proposition, c'est un outil, ce film-là, que les gens s'approprient ou pas pour réfléchir à un meilleur devenir. Alors c'est pas une ambition, c'est pas orgueilleux ou prétentieux ce que je fais, mais j'apporte juste ma pierre à l'édifice, comme n'importe qui le fait à son niveau, comme un musicien le fait, comme un thérapeute le fait, comme tout le monde le fait. Chaque chose qui fait vibrer, qui est faite avec le cœur, pour moi, a une définition thérapeutique. L'objectif, c'est que chacun s'en empare et puisse évidemment expérimenter et faire son chemin avec le jeune. À partir du moment où j'ai ouvert un financement participatif pour compléter, parce que je l'ai fait sur mes propres fonds au départ, à partir du moment où j'ai fait le financement participatif, petite pub qui est encore actif, il ne m'appartient plus. Il ne m'appartient plus, et au moment où le montage sera fini, moi je souhaite qu'il soit projeté en salle, qu'il y ait des débats, donc il y a déjà des salles qui sont intéressées. Je veux vraiment que ça soit un outil. Il y aura 5 heures de bonus sur le DVD et la clé USB, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de lecteur DVD. Et donc, pour que ça soit approprié par les gens, puis que les gens débattent entre eux, qu'ils aillent acheter des livres, qu'ils regardent des vidéos, qu'ils aillent dans des conférences, des séminaires, qu'ils essayent eux-mêmes de jeûner. Il ne m'appartiendra plus à partir du moment où il y aura le final cut, comme on dit. Et déjà là, j'ai choisi de l'ouvrir pour que les gens s'en servent et l'utilisent. Alors à partir de quand est-ce qu'on peut le dater? À partir de quand on pourra découvrir ce documentaire? On va dire novembre. Génial. On va dire novembre. Donc j'imagine qu'il y a une page Facebook peut-être pour suivre un petit peu l'actualité. C'est ça. Donc lejeune-le-film, facebook.com lejeune, et puis pareil, un site internet lejeune-le-film.com. Il y a un teaser également sur YouTube, donc il s'agit de taper mon prénom et mon nom, donc Fabien Moine, et puis là j'ai une chaîne YouTube où il y a... Donc apparemment tu as une chaîne YouTube qui cartonne assez, où tu prends la parole sur divers sujets, donc ça on la trouve facilement, Fabien avec mon Moine prénom sur et mon YouTube. Nom, voilà. Et voilà, et donc on peut voir le teaser du film, 1 minute 30, et puis d'autres vidéos, j'ai fait 40 vidéos sur le jeûne, où j'explique thème par thème ce que je pense être du jeûne, et c'est un plaisir. C'est toutes les vidéos que j'ai enregistrées, je les ai enregistrées live, ce que j'appelle des causeries que je fais avec des jeûneurs, et ils me posent des questions, j'enregistre et je diffuse sur Internet. Donc c'est des choses spontanées, enregistrées en public. C'est pas, je les ai pas créées, j'ai pas écrit. Donc il y a une notion de transmettre quelque chose de vivant et de partager. Un petit peu, je crois, ce qu'on a fait aujourd'hui, se laisser guider par ce qui semblait important de transmettre aux auditeurs qui tomberont sur cette émission, qui peuvent également retrouver ton site internet s'ils veulent en savoir un petit peu plus sur ton activité. Tu reçois en individuel, tu nous l'as dit. C'est www.nutrinami.fr. Je vais l'afficher sur l'espace description de cette émission. Merci Fabien d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Beau lancement pour ce film. Merci pour l'énergie apportée, puis pour le support. À bientôt. À bientôt. Belle journée à tous.